Bienvenue pour cette nouvelle édition au titre dramatique. Chaque mois, nous passons plus ou moins du temps pour trouver le titre de la newsletter. Il doit d'abord vous donner envie de la lire. On le préfère court, on aime les jeux de mots, et s'il y a une touche d'humour, c'est mieux. Et surtout, ce titre doit donner une idée du fil rouge de nos rubriques, même si parfois, trouver des points communs entre nos différents écrits n'est pas forcément aisé. Des fois, le titre est évident, et en 5 minutes, c'est réglé. Parfois, il nécessite des discussions et des débats intenses. Et très souvent, c'est Emily, la queen, pour trouver les meilleures dénominations, qui a la bonne idée. Ce mois-ci, on vous amène dans les coulisses des chiffres rutilants, des algos brillants et des trophées à paillettes. On parlera à la fois de formation direct to fan et de méthodologie concrète, de recommandations pour des shorts, d'un questionnement sur les prix tels que les victoires de la musique, mais aussi de la lourdeur de ce début d'année frisqué. Amour, gloire et beauté ? C'est une question. On vous souhaite une bonne lecture et une bonne écoute. Bonjour, c'est Emily et cet édito s'appelle Direct to Fan for Real. Ça fait plus de 10 ans que je parle et forme les artistes au numérique et que je préviens que notre dépendance à ces outils n'est pas sans danger ni enjeu. Leur donner trop de place et trop s'appuyer sur eux, aussi efficaces et utiles soient-ils, c'est aussi leur donner le pouvoir de nous couper des communautés humaines que nous avons mis tant de temps, d'énergie et parfois même d'argent à construire depuis plus de 20 ans, lorsque les réseaux ont fait irruption dans nos vies. Ça fait plus de 10 ans aussi que je parle de Direct to Fan ou de D2F, que je rappelle que c'est le moyen le plus efficace pour justement ne pas se retrouver complètement à la merci des algos. En novembre 2024, j'ai constaté une nouvelle tendance et j'en ai fait un édito D2F Forever, vous aurez compris la ref. J'y décrivais et analysais les enjeux de la soudaine passion-obsession, pour toutes les mauvaises raisons, de l'industrie musicale pour les superfans. J'ai depuis cherché à prolonger et approfondir la réflexion au-delà du constat pour imaginer un futur désirable et éminemment humain, où développer sa base fan n'est rien d'autre que mieux créer du lien. Quitte à profondément changer d'approche en repensant la nature de nos objectifs à la lumière de ce nouveau paradigme. Donc, bye bye le burn-out des artistes, le vocable guerrier et la course aux chiffres toujours plus mirobolants basés sur des vanity metrics, et bonjour le développement durable de carrière, l'économie de l'intention, la connexion humaine et l'écoute et le respect surtout des fans. Mais si écrire des éditos est une chose, et je compte encore en écrire longtemps, l'exercice mêlant l'utile à l'agréable, permettre aux artistes d'avancer concrètement au jour le jour et de manière autonome en est une autre. Dans la foulée de la masterclass pour la communauté A&M en septembre dernier, j'ai envoyé aux abonnés la checklist bonus pour mettre en place une stratégie direct to fan sur mesure pour son projet, et les artistes l'ayant utilisée m'ont dit à quel point elle leur avait été utile et précieuse. J'ai pris conscience qu'il y avait clairement un besoin. Celui d'une ressource qui serait à la fois assez concrète pour mettre en place sa stratégie direct to fan en seulement 15 minutes par jour, et assez accessible financièrement pour ne pas avoir à se demander comment la financer, ni s'inquiéter de son retour sur investissement. C'est là qu'une idée a commencé à germer dans ma tête, et si je créais cette ressource pour permettre aux artistes de faire du direct to fan pour de vrai ? Pourquoi ne pas développer la méthodologie et transformer la checklist en programme en ligne ? Un programme en ligne qui pourrait se décliner en 2 formats au choix selon ses envies et disponibilités. D'un côté, un e-learning à suivre à son rythme et en toute autonomie, et de l'autre, un bootcamp complémentaire après avoir fait la formation, de 4 visios collectives étalées sur 2 mois, une cohorte en petit comité à la fois avec 6 artistes maximum pour les personnes souhaitant mes retours et avancer de manière plus rapide, encadrée et en groupe. J'ai laissé le sujet mûrir en toile de fond en fin d'année et évoqué l'idée dans un post LinkedIn, et puis début janvier, je me suis mise au travail. Alors certaines tâches allaient de soi en tant que formatrice depuis toujours, séquençage de la formation et de ses différents modules, création de quiz pour tester ses connaissances, et d'exercices simples et pratiques pour chaque étape clé, choix de ressources corrélées à tel ou tel module pour permettre d'approfondir sa réflexion et prendre du recul. Pas de problème. D'autres, not so much. Vraiment, je déteste me filmer et le faire à mon bureau de bon matin avec pas moins de 6 chantiers simultanés de tram et de BTP dans ma rue n'a pas aidé. Je passe sur le stress de voir la batterie de mon ordi dévorée de 80% en 30 minutes parce que le câble d'alimentation était trop proche de la prise du capteur de micro. Mais que voulez-vous, telle est la vie que j'ai choisie. Est-ce que j'ai tenu grâce à l'infinie patience et les pertinents retours de Clara, que je remercie encore ? Absolument. Est-ce qu'il existe des preuves vidéo de mes grands moments et nombreux moments de solitude ? Évidemment. Est-ce que je les partagerai un jour ? Non.
Je crois pas. Enfin, on sait jamais. Bref, je ne regrette rien, non rien de rien, car l'indépendance des artistes m'est trop importante et qui plus est, la formation est enfin prête. C'est donc pleine de trac et d'espoir que je vous la livre officiellement au lien dans cet article. Elle contient 39 modules vidéo sous-titrés, 10 exercices pratiques, 7 ressources complémentaires, 3 quiz pour tester vos connaissances, 2 modèles de calendrier de communication, un challenge à relever avec un petit clin d'œil à mon édito Rebond Conversion et une checklist, la fameuse, à utiliser au quotidien. Bref, ça, c'est prêt et ça, c'est fait. Vous m'en direz des nouvelles ? Les titres de Clara. Clara, c'est moi. Les shorts et vous, ça fait combien? YouTube a dévoilé ses résultats financiers et chiffres de l'année 2025 et le format short y prend une part importante. Vous voyez ce que c'est? Lancé en 2021, ce format est l'équivalent des vidéos TikTok ou des Reels sur Instagram. Une vidéo courte de 60 secondes maximum, faite pour être visionnée sur l'application mobile. Bref, une copie de ce qui existe déjà, mais c'est un autre sujet, et qui cartonne. En juillet 2025, le CEO de YouTube a annoncé que les shorts enregistraient 200 milliards de vues par jour, soit une augmentation de 186% en une année. Mais quid du contenu et du public? J'ai longtemps pensé que les shorts étaient soit des duplicata de vidéos déjà postées ailleurs, soit des extraits de parties de jeux vidéo, Roblox, Minecraft ou Brawl Stars en tête. Pour ces derniers, c'est notamment lié au fait que les shorts sont, en France et en Europe, beaucoup consommés par des enfants. En effet, les moins de 13 ans auront moins accès aux réseaux sociaux, mais à YouTube, version Kids ou non, eh bien oui. Et quoi de mieux pour fidéliser ou accaparer de jeunes utilisateuristes que de leur proposer un fil d'actualité avec des vidéos courtes de leurs jeux préférés. Ce public de jeunes utilisateuristes existe, mais en fait, les chiffres attestent que tout le monde regarde des shorts. 12 millions de shorts sont mis en ligne chaque jour, soit près de 90% des vidéos mises en ligne sur YouTube aujourd'hui. 72% des utilisateuristes de YouTube regardent des shorts au moins une fois par mois. Et le visionnage de shorts représente 27% de l'intégralité des vidéos regardées sur mobile. Derrière TikTok à 39%, mais devant les Reels à 18%. Et bon à savoir, les utilisateuristes de YouTube aux États-Unis sont particulièrement friands de ce format, devant l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Bref, tous les types de contenus et toutes les thématiques existent désormais en short pour plaire à tous les publics. Soit, mais est-ce que ça a un impact? Eh bien oui. En termes de découvrabilité et de notoriété d'abord. Plus de la moitié des vues proviennent du feed dédié aux shorts, entièrement basé sur des recommandations algorithmiques. Et donc, 74% des vues des shorts proviennent de personnes non abonnées à la chaîne émettrice. Ce qui est plutôt avantageux en termes de découvrabilité. En termes d'engagement aussi, près de 70% du public regarde les shorts en entier. Et c'est sur cette plateforme que la durée de visionnage moyenne est la plus élevée pour les vidéos courtes. Et enfin, en termes de croissance globale, les shorts ont aussi un impact. Après visionnage, 38% des spectateuristes se rendent ensuite sur la chaîne émettrice pour voir d'autres vidéos. Et les chaînes qui publient régulièrement des shorts enregistrent une hausse de leurs abonnés de 44% en seulement 6 mois. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup alors? Voici mes recommandations. En premier, on ne s'éparpille pas. Les chiffres que j'ai collectés sont très reluisants, mais on replace l'outil YouTube à sa place au sein de sa stratégie globale. Vous ne faites pas de contenu vidéo? On zappe les shorts. Vous adorez le contenu vidéo au contraire et avez un public sur YouTube? On y va. Vous souhaitez augmenter votre base fan sur le continent africain, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est? Faites des shorts. Ils sont très consommés sur ces territoires, beaucoup plus qu'en Europe. Deuxième reco, less is more. Pour qu'une vidéo soit considérée comme un short et diffusée dans le feed dédié, et donc profiter de l'algorithme de recommandation, la vidéo doit être verticale et faire moins de 60 secondes. Et d'ailleurs, les vidéos de moins de 25 secondes comptabilisent 68% des vues au global. Troisième reco, on recycle son contenu. Si vous postez déjà des vidéos verticales sur Instagram ou sur TikTok, publiez-les aussi sur YouTube. D'ailleurs, vous faites souvent des carousels sur ces plateformes? Vous pouvez désormais les poster, 10 images max, en format short. Quatrième reco, rebond conversion, avec un petit clin d'œil à l'édito d'Émilie.
Vous pouvez associer une vidéo longue à chaque short pour y renvoyer systématiquement le public. Idem quand vous faites une pub sur YouTube, associez toujours un short à votre vidéo principale pour plus de reach. 5e reco, pensez référencement. Ajoutez des hashtags dans le titre de la vidéo pour, en moyenne, 18% de vues en plus et complétez bien la description avec des mots-clés pertinents. 6e reco, profitez de toutes les fonctionnalités. Si c'est pertinent avec le contenu, ajoutez des sondages ou posez des questions pour que le public réponde en commentaire. En général, les vidéos avec ce genre de fonctionnalité enregistrent plus 26% d'engagement en moyenne. Et 7e et dernière recommandation, le contenu. Qu'est-ce qu'on met ? Tout ce que vous voulez, du moment que c'est en lien avec votre projet artistique. D'autant plus sur YouTube, où plus d'un tiers du temps de visionnage total est dédié à des vidéos de musique. Alors, short ou short ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Suzanne qui vous parle. Le billet d'aujourd'hui s'intitule « Trophée, est-ce qu'on en fait trop ?» Ben oui, c'est l'hiver, la saison des prix est ouverte. Photocall de marque, caméra volante, scénographie spectaculaire, discours calibrés et larmes sincères, la France célèbre sa musique à coups de trophées. Des victoires de la musique aux Energy Music Awards, en passant par les Flammes, les Foudres ou le prix Joséphine, les cérémonies se multiplient. À première vue, elles récompensent le talent. En coulisses, elles racontent aussi une autre histoire. L'histoire d'un secteur en quête de visibilité, de légitimité et de part de marché. Un prix n'est jamais neutre, il fabrique un récit. Les victoires de la musique institutionnelle installent une forme de panthéon national. On y grave des noms dans le marbre médiatique. Les Energy Music Awards, adossés à une radio commerciale puissante, mesurent, elles, la popularité et l'engagement des fans. Et les Flammes, nées d'un besoin de reconnaissance des cultures urbaines, rééquilibrent un paysage longtemps accusé d'ignorer le rap et le R&B. Le prix Joséphine, lui, revendique une exigence artistique et un jury indépendant, comme pour rappeler que l'industrie ne se réduit pas aux chiffres du streaming. Chaque cérémonie dessine donc sa propre cartographie symbolique, mainstream contre indé, vote du public contre jury d'experts, diversité contre tradition. En cela, les prix ne se contentent pas de distinguer, ils hiérarchisent, ils orientent le regard. Alors les prix, c'est aussi un accélérateur de carrière. Pour un artiste émergent, une nomination peut tout changer. Les chiffres le montrent, pic d'écoute sur les plateformes, hausse des ventes physiques, encore précieuses pour certains publics, explosion des recherches en ligne. Un trophée agit comme un label de qualité immédiatement compréhensible par le grand public. Et dans un marché saturé, avec plus de 120 000 nouveaux titres mis en ligne chaque jour dans le monde, la rareté est devenue un luxe. Le prix crée cette rareté. Il distingue dans la masse. Il rassure aussi les professionnels, programmateurs de festivals, directeurs de salles, les marques en quête d'ambassadeurs. Particulièrement pour un nouveau talent, ces récompenses sont des sésames pour générer plus de concerts, plus de moyens et bien sûr plus d'attention médiatique. Car au fond, un prix est aussi un outil marketing redoutable. Pour les maisons de disques, c'est un argument promotionnel. Pour les chaînes de télé et les radios, c'est une soirée événementielle qui va fédérer une audience et attirer des annonceurs. Pour les plateformes de streaming, c'est l'occasion de mettre en avant des playlists spéciales gagnant-gagnantes qui génèrent du trafic. Même la polémique sert la machine. Les débats sur la représentativité, les accusations de favoritisme, l'absence de certaines esthétiques, etc. Chaque controverse alimente la conversation sociale. Or, dans l'économie de l'attention, la conversation vaut de l'or. Derrière la compétition se joue aussi une bataille culturelle. Qui décide de ce qui mérite d'être célébré ? Est-ce que ce sont les professionnels, le public, les médias ? Les Flammes ont par exemple émergé d'un constat. Les musiques rap, pourtant ultra dominantes dans les ventes, restaient sous-représentées dans les cérémonies traditionnelles. Alors en créant leur propre espace, leurs fondateurs ont posé un acte politique autant qu'artistique. Faut-il pour autant réduire ces prix à de simples opérations marketing ? Ce serait injuste envers les artistes récompensés, parce que si ces derniers oscillent entre gratitude sincère, lucidité stratégique et parfois franche défiance, pour beaucoup recevoir un prix reste un moment fort et une reconnaissance authentique. Derrière l'industrie, il y a des années de travail, de doute, de précarité parfois. Une nomination peut être vécue comme une validation. Ah, on m'a écouté, on a compris mon projet. Mais certains et certaines artistes parlent d'un déclic psychologique. Un trophée rassure, légitime et donne confiance pour la suite. Pour autant, les artistes ne sont pas naïfs ou naïves
et sont bien loin d'ignorer l'écosystème dans lequel ces émotions s'inscrivent. Les récompenses sont à la fois célébration et stratégie. Elles produisent du sens et du chiffre. Dans un monde dominé par les algorithmes et une concurrence féroce, un prix agit comme un amplificateur. Certains et certaines manageuses parlent même de cases à cocher dans une carrière, non comme finalité artistique, mais bien comme un levier. C'est peut-être cet enjeu stratégique sous-jacent qui explique la défiance d'une partie du monde musical comme du grand public, qui reproche de manière récurrente à ces prix un manque de représentativité, un entre-soi de l'industrie, la domination des majors et des majorettes, ou encore des critères flous de sélection. Malgré leur volonté de se démarquer, finalement, les cérémonies ont tendance à mettre la même dizaine d'artistes sous leurs projecteurs, et parfois plusieurs années de suite, et souvent des artistes qui ne sont même pas en manque de visibilité. Dommage pour la diversité musicale. C'est aussi pour cela que les artistes entretiennent une relation ambivalente à ces courses aux trophées. Ils et elles peuvent critiquer le système tout en se réjouissant de gagner. Ils et elles peuvent dénoncer la logique commerciale tout en profitant de l'exposition. Parce qu'au fond, la musique est à la croisée des deux mondes, l'émotion et l'économie. Les cérémonies matérialisent cette tension. Elles ne disent pas seulement qui a gagné une année, elles sont révélatrices de notre époque où l'art doit sans cesse se raconter, se distinguer, se vendre. Dans ce théâtre annuel des trophées, la musique ne gagne pas seulement une statuette, elle gagne ou perd une bataille de visibilité. Et dans l'industrie contemporaine, la visibilité est déjà une victoire. Entendu en live, cette petite musique qui monte en pression. Lors de notre premier live de l'année, on a exploré ensemble, avec les abonnés, l'espace communauté qui venait d'être mis en place. Et la conversation s'est ensuite naturellement orientée vers les envies de chacune et leur état d'esprit en ce début d'année. Et 2 phrases clés en sont ressorties. La première sur le rapport au temps, la saisonnalité de l'industrie musicale et la pression que ressentent les artistes pour caler leur date de sortie et de développement de projet au moment considéré les plus propices à la visibilité, au succès. Je cite « Janvier, tout le monde est encore un peu endormi, c'est un peu tristoun, puis le printemps arrive et tout repart hyper vite, et puis c'est l'été et tout s'arrête. » La seconde phrase clé révélait une autre forme de pression pesant sur les artistes, celle de toujours aller bien et toujours devoir se montrer sous son meilleur jour. Je cite « Parfois on galère, mais c'est rare de le dire, on ne le voit jamais sur les réseaux. » Les recos générales de chacune, ont donc été d'un peu coupées avec les fils infos pour se recentrer sur son projet artistique et surtout de développer plus de liens humains, qu'il soit question de plus voir sa famille et ses amis, de se rapprocher de ses fans à hauteur humaine et de mutuellement s'entraider entre membres de la communauté. Wise words, comme on dit. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve le 1er du mois prochain. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire 5 étoiles. Vous aiderez toujours plus d'artistes à découvrir ce podcast et développer leur carrière. À très vite! Free audio post-production by alphonic.com.